nous en parlera. Là c'est du jus, c'est à vous là. Oui, mais prenez le survécu. D'accord, merci. Demande à moi, une dame qu'on a pris. Moi je veux pas repartir avec mes trucs. Les blancs. Oh, je m'excuse, monsieur. Bonjour, 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 ça va? Bonjour. Là en ce moment. Ah ça va fleurir là. C'est vif. Ah oui. Je ne sais jamais. Voilà. Là, ça c'est aussi les mêmes que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est les mêmes que ça. Donc il va y avoir 3 textes entrecoupés de lectures et commentaires. On va commencer justement par une lecture et commentaire, mais ça c'est plutôt une lecture. Alors avec ces temps qui courent, cet auteur-là, que vous allez peut-être tout de suite deviner, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, eh ben, il avait des choses à dire sur son époque et peut-être sur notre époque aujourd'hui. Un peu le visionnaire ce garçon-là. Alors, c'est un individu suspect à la police. Donc, il faut enquêter sur ce qu'il pense et dit. Et puisqu'il veut la paix, l'amour et la justice, le surveiller comme un bandit. On va monter la garde autour de sa demeure pour moucharder sa femme et les gens qu'il reçoit. Et les jours de chagrin, s'il arrive qu'il pleure, découvrir à propos de quoi. Les lettres qu'il attend seront décachetées pour voir ce qu'il suggère à la raison d'autrui. Et l'on falsifiera le sens de ses idées pour les retourner contre lui. On accumulera les pires calomnies. On prêtera l'oreille à mille absurdités. Et sans plus de mystère et de cérémonie, on en fera des vérités. On jettera l'insulte au cœur de sa détresse, en disant qu'il émarge au fond de l'étranger. Et que c'est bien la faute aux gens de son espèce si la patrie est en danger. On lui fera sentir comment la guerre assomme les droits les plus sacrés du pauvre citoyen. Et cet homme expiera le crime d'être un homme quand la consigne est d'être un chien. Vous avez deviné l'auteur? Non. Eh bien, il habitait pas loin d'ici. D'ailleurs, on est sur sa commune. Non, hein, Eugène Bizot, voilà, un auteur local quand même assez connu. Et avant qu'on entame le premier texte, quand même, Eugène Bizot a pas mal observé les cantonniers de sa commune. Voilà ce qu'il dit. Ce sont des gars à la cool, bien plus roublards que méchants, qui vont au pas d'une poule menant ses poussins au champ. L'un d'eux frappe avec sa pioche un petit coup espacé, comme s'il avait en poche des œufs qui pourraient casser. Un autre, empoignant sa pelle et vif,
comme un escargot, rejette au fond des poubelles papier, chiffons et mégots. Tout doucement, le troisième ramasse avec un balai les feuilles que le vent sème quand la tempête a soufflé. Le quatrième est un sage qui traîne les détritus du train d'un couple en rodage qui veut rater l'autobus. Par eux, tu te ferais battre, observateur important, si tu disais qu'ils sont 4 pour faire le travail d'un. Voilà, alors on va laisser maintenant la parole à Muriel qui va nous dire un texte. De Paul Courrier, il s'agit d'une lettre adressée à sa cousine. Une aventure en Calabre. Un jour, je voyageais en Calabre. C'est un pays de méchantes gens qui, je crois, n'aiment personne et en veulent surtout aux Français. De vous dire pourquoi, cela serait long. Suffit qu'ils nous haïssent à mort et qu'on passe fort mal son temps lorsqu'on tombe entre leurs mains. J'avais pour compagnon un jeune homme. Dans ces montagnes, les chemins sont des précipices. Nos chevaux marchaient avec beaucoup de peine. Mon camarade allant devant, un sentier qui lui parut praticable et plus court, nous égara. Ce fut ma faute. Devais-je me fier à une tête de 20 ans? Nous cherchâmes, tant qu'il fit jour, notre chemin à travers ces bois. Mais plus nous cherchions, plus nous nous perdions. Il était nuit noire quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. Nous y entrâmes, non sans soupçon. Mais comment faire? Là, nous trouvons toute une famille de charbonniers à table où du premier mot on nous invita. Mon jeune homme ne se fit pas prier. Nous voilà mangeant et buvant, lui du moins. Car pour moi, j'examinais le lieu et la mine de nos hôtes. Nos hôtes avaient bien mine de charbonniers. Mais la maison, vous l'eussiez prise pour un arsenal. Ce n'était que fusils, pistolets, sabres, couteaux, coutelas. Tout me déplut, et je vis bien que je déplaisais aussi. Mon camarade, au contraire, il était de la famille, il riait, il causait avec eux, et par une imprudence que j'aurais pu prévoir, mais quoi, s'il était écrit, il dit d'abord d'où nous sommes, où nous allions, qui nous étions. Français, imaginez un peu, chez nos plus mortels ennemis, seuls, égarés, si loin de tout secours humain. Et puis, pour ne rien omettre de ce qui pouvait nous perdre, il fit le riche. Promit à ses gens, pour la dépense et pour nos guides le lendemain, ce qu'ils voulurent. Enfin, il parla de sa valise, priant fort qu'on en eût grand soin, qu'on la mit au chevet de son lit. Il ne voulait point, disait-il, d'autres traversins. Ah, jeunesse, jeunesse, que votre âge est à plaindre. Cousine, on crut que nous portions les diamants de la couronne. C'est d'actualité. Hein. Le souper fini, on nous laisse. Nos hôtes couchaient en bas, nous dans une chambre haute où nous avions mangé. Une soupente élevée de 7 à 8 pieds où l'on montait par une échelle. C'était là le coucher qui nous attendait, espèce de nid dans lequel on s'introduisait en rampant sous des solives, chargé de provisions pour toute l'année. Mon camarade y grimpa seul et se coucha tout endormi sur sa précieuse valise. Moi, déterminée à veiller, je fis bon feu et m'assis auprès. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer quand, sur l'heure où il me semblait que le jour ne pouvait être loin, j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. Et, prêtant l'oreille par la cheminée qui communiquait qu'avec celle d'en bas, je distinguais fortement ces propres mots du mari. « Eh bien voyons, faut-il les tuer tous les deux ?» À quoi la femme répondit « Oui !» Et je n'entendis plus rien. Que vous dirais-je? Je restais respirant à peine, tout mon corps froid comme un marbre. À me voir, vous n'eussiez su si j'étais mort ou vivant. Dieu, quand j'y pense encore. Nous deux presque sans armes, contre 12 ou 15 qui en avaient tant. Et mon camarade, mort de sommeil et de fatigue. L'appeler, faire du bruit, je n'osais. M'échapper tout seul, je ne pouvais. La fenêtre n'était guère haute, mais en bas, 2 gros dogues hurlaient comme des loups. Oh, quelle peine je me trouvais, imaginez-le si vous pouvez.
Au bout d'un quart d'heure qui fut long, j'entendis sur l'escalier quelqu'un et par les fentes de la porte, je vis le père, sa lampe dans une main, dans l'autre, un de ses grands couteaux. Il montait, sa femme après lui, moi derrière la porte. Il ouvrit, mais avant d'entrer, il posa la lampe que sa femme vint prendre. Puis, il entre pieds nus et elle de dehors lui disait à voix basse, masquant avec ses doigts le trop de lumière de la lampe, « Doucement, va doucement !» Quand il fut à l'échelle, il monte son couteau entre les dents et venu à la hauteur du lit, ce pauvre jeune homme étendu, offrant sa gorge découverte, d'une main, il prend son couteau et de l'autre, « Ah, cousine !» Il saisit un jambon qui est pendé au plancher, en coupe une tranche et se retire comme il était venu. La porte se referme, la lampe s'en va et je reste seule à mes réflexions. Dès que le jour parut, toute la famille à Grand-Buis vient nous éveiller comme nous l'avions recommandé. On apporte à manger, on sert un déjeuner fort propre, fort bon, je vous assure. 2 chapons en faisaient partie, dont il fallait, dit notre hôtesse, emporter l'un et manger l'autre. En les voyant, je compris enfin le sens de ces terribles mots. Faut-il les tuer tous les deux? Et je vous crois, cousine, à cette pénétration pour deviner à présent ce que cela signifiait. Cousine, obligez-moi, ne comptez point cette histoire. D'abord, comme vous voyez, je n'y joue pas un beau rôle. Et puis, vous me la gâteriez. Tenez, je ne vous flatte point. C'est votre figure qui nuirait à l'effet de ce récit. Moi, sans me vanter, j'ai la mine qu'il faut pour les contes à faire peur. Mais vous, voulez-vous conter? Prenez des sujets qui vous aillent à votre air. Psyché, par exemple. Donc ça c'était Paul Courrier. Et Eugène Bizot disait de Paul Courrier: salut, vieux pamphlétaire à la plume indomptée, vigneron dont le vin réconforte l'esprit. Salut, Courrier. Salut à la libre pensée qui répand sa lumière en tes meilleurs écrits. Pour tes pamphlets, piquants comme des coups d'épée, on t'a couvert jadis de fange et de mépris, et l'on t'a fait rejoindre, en leur tour désolé, ceux qu'on jette en prison pour étouffer leurs cris. Mais le soleil des temps nouveaux qui nous éclaire fera germer le grain du bon sens populaire qui fustige avec toi les horreurs du passé. Fier de ton idéal, qu'un noble amour féconde, libre et fraternel aux 4 coins du monde, les peuples dans la paix pourront un jour danser comme les villageois de Véretz et d'Azé. Donc ça, c'est ce que disait Bizot à propos de Paul Courrier. Alors on va aborder un autre auteur, assez connu aussi. Rabelais. Oui, il est connu. Donc dans Rabelais, un style un peu différent. Oui, il est connu. Il est connu, hein, assez Ça me dit connu. quelque chose. Donc c'est une lettre aussi, c'est la lettre de Gargantua à Pantagruel. Très cher fils, je t'engage à employer ta jeunesse, à bien progresser en savoir et en vertu. Tu es à Paris, tu as ton précepteur Épistémon. L'un par un enseignement vivant et oral, l'autre par de louables exemples peuvent te former. J'entends et je veux que tu apprennes parfaitement les langues. Premièrement, le grec, comme le veut Quintilien. Deuxièmement, le latin. Puis l'hébreu pour les saintes lettres. Le chaldéen et l'arabe pour la même raison. Et que tu formes ton style sur celui de Platon pour le grec, sur celui de Cicéron pour le latin. Qu'il n'y ait d'études scientifiques que tu ne gardes présentes en ta mémoire, et pour cela, tu t'aideras de l'encyclopédie universelle des auteurs qui s'en sont occupés. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique, je t'en ai donné le goût quand tu étais encore jeune, à 5 ou 6 ans. Continue. De l'astronomie, apprends toutes les règles. Mais laisse-moi l'astrologie comme autant d'abus et de futilité.
Et quant à la connaissance de l'histoire naturelle, je veux que tu t'y adonnes avec zèle. Qu'il n'y ait ni mer, ni rivière, ni source dont tu ignores les poissons. Tous les oiseaux du ciel, tous les arbres, arbustes et les buissons des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries de tous les pays de l'Orient et du Midi, que rien ne te soit inconnu. Puis, relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans mépriser les talmudistes et les kabbalistes. Et par de fréquentes dissections, acquiert une connaissance parfaite de l'autre monde qu'est l'homme. Et pendant quelques heures du jour, va voir les Saintes Lettres. D'abord en grec, le Nouveau Testament et les épîtres des apôtres, puis en hébreu, l'Ancien Testament. En somme, que je vois en toi un abîme de science. Car maintenant que tu deviens homme et te fais grand, il te faudra quitter la tranquillité et le repos de l'étude pour apprendre la chevalerie et les armes, afin de défendre ma maison et de secourir nos amis dans toutes leurs difficultés causées par les assauts des malfaiteurs. Et je veux que, bientôt, tu mesures tes progrès. Cela, tu ne pourras mieux le faire qu'en soutenant des discussions publiques sur tous les sujets, envers et contre tous, et qu'en fréquentant des gens lettrés, tant à Paris qu'ailleurs. Mais parce que, selon le sage Salomon, sagesse n'entre pas en âme malveillante, et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, tu dois servir, aimer et craindre Dieu, et mettre en lui toutes tes pensées et tout ton espoir. Mon fils, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec toi. Amen. D'Utopie, ce 17e jour du mois de mars, ton père, Gargantua. C'est super ce texte parce que il est incroyable parce qu'on a l'impression qu'on peut à partir de là dessiner l'organisation d'une société avec le savoir. Alors après avec les croyances pour ceux qui sont dans ce système-là. Rabelais était croyant, il était médecin, quoi. Enfin il était scientifique. Hein. Mais c'est son truc, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc il faut quand même la conscience qui peut être divine, mais elle peut être autre chose. Hein. Donc elle doit être là, en tout cas. Et donc le camarade Bizot, toujours parlant de Rabelais. Ami de la vive bouteille, Rabelais Tourangeau, joyeux, redis-moi dans quoi nos aïeux présentaient le jus de la treille. Pichet broc en corbeille, Dame Jeanne au ventre juteux, peau de grès dont la main des gueux se plaisait à tirer l'oreille. Aujourd'hui, c'est dans un magnum qu'on nous sert du bonhomme vinum. Mais pour moi, pareil au vieux barde, ne sachant ni grec ni latin, c'est quand j'ai sifflé ma flambarde que je sens que la soif s'éteint. Voilà ce qu'il disait. Alors, tout ça, c'est l'organisation de la société. Puis il y en a un parmi tout ça, à la même époque, hein, qui, alors qu'il était à une époque républicaine, commençait à se poser des questions sur l'organisation sociale, sur la démocratie. Et ça donne le texte que Dominique va vous lire. Alors, je vais vous lire un texte qui a été écrit en 1888, qui a été écrit par Octave Mirbeau et qui est paru au journal Le Figaro. Je ne vous lis qu'un texte qui a été écrit. Je ne prends pas la responsabilité des propos. Et pourtant, une chose m'étonne prodigieusement. J'oserais dire qu'elle me stupéfie. C'est qu'à l'heure scientifique où j'écris, après les innombrables expériences, après les scandales journaliers, il puisse exister encore dans notre chère France
comme ils disent à la commission du budget. Un électeur, un seul électeur, cet animal irrationnel, inorganique, hallucinant, qui consente à se déranger de ses affaires, de ses rêves ou de ses plaisirs, pour voter en faveur de quelqu'un ou de quelque chose. Quand on réfléchit un seul instant, ce surprenant phénomène n'est-il pas fait pour dérouter les philosophies les plus subtiles et confondre la raison? Où est-il le Balzac qui nous donnera la physionomie de l'électeur moderne? Et le Charcot qui nous expliquera l'anatomie et les mentalités de cet incurable dément? Nous l'attendons. Je comprends qu'un escroc trouve toujours des actionnaires, la censure des défenseurs, l'opéra comique des dilettanti, le constitutionnel des abonnés, M. Carnot, des peintres qui, M. Chantavoine, s'obstinant à chercher des rimes. Je comprends tout, mais qu'un député, ou un sénateur, ou un président de la République, ou n'importe lequel parmi tous les étages farceurs qui réclament une fonction élective, quelle qu'elle soit, trouve un électeur, c'est-à-dire l'être irrévé, le martyr improbable qui vous nourrit de son pain, vous vêt de sa laine, vous engraisse de sa chair, vous enrichit de son argent, avec la seule perspective de recevoir, en échange de ses prodigalités, des coups de trique sur la nuque, des coups de pied au derrière, quand ce n'est pas des coups de fusil dans la poitrine. En vérité, cela dépasse les notions déjà pas mal pessimistes que je m'étais faites jusqu'ici de la sottise humaine, en général, et de la sottise française en particulier, notre chère et immortelle sottise, ô chauvin. Il est bien entendu que je parle ici de l'électeur averti, convaincu, de l'électeur théoricien, de celui qui s'imagine, le pauvre diable, faire acte de citoyen libre, étaler sa souveraineté, exprimer ses opinions, imposer, ô folie admirable et déconcertante, des programmes politiques et des revendications sociales. Et non point de l'électeur qui la connaît et qui s'en moque, de celui qui ne voit dans les résultats de sa toute-puissance qu'une rigolade à la charcuterie monarchiste ou une ribote au vin républicain. Sa souveraineté à celui-là, c'est de se pocharder aux frais du suffrage universel. Il est dans le vrai, car cela seul lui importe, et il n'a cure du reste. Il sait ce qu'il fait, mais les autres... Ah oui, les autres, les sérieux, les austères, les peuples souverains, ceux-là qui sentent une ivresse les gagner lorsqu'ils se regardent et se disent « Je suis électeur, rien ne se fait que par moi, je suis la base de la société moderne, par ma volonté, Floch fait des lois auxquelles sont astreints 36 millions d'hommes, et Baudry-Dasson aussi, et Pierre Alipe également. » Comment y en a-t-il encore de cet acabit? Comment, si entêtés, si orgueilleux, si paradoxaux qu'ils soient, n'ont-ils pas été, depuis longtemps, découragés et honteux de leur œuvre? Comment peut-il arriver qu'ils se rencontrent quelque part, même dans le fond des landes perdues de la Bretagne, même dans les inaccessibles cavernes des Cévennes et des Pyrénées, un bonhomme assez stupide, assez déraisonnable, assez aveugle à ce qui se voit, assez sourd à ce qui se dit, pour voter bleu, blanc ou rouge, sans que rien l'y oblige, sans qu'on le paie ou sans qu'on le saoule. À quel sentiment baroque, à quelle mystérieuse suggestion peut bien obéir ce bipède pensant, doué d'une volonté,
à ce qu'on prétend et qui s'en va, fier de son droit, assuré qu'il accomplit un devoir, déposer dans une boîte électorale quelconque un quelconque bulletin, peu importe le nom qu'il ait écrit dessus. Qu'est-ce qu'il doit bien se dire en dedans de soi qui justifie ou seulement qui explique cet acte extravagant? Qu'est-ce qu'il espère? Car enfin, pour consentir à se donner des maîtres avides qui le grugent et qui l'assomment, il faut qu'il se dise et qu'il espère quelque chose d'extraordinaire, que nous ne soupçonnons pas. Il faut, par de puissantes déviations cérébrales, des idées de député correspondant lui à des idées de science, de justice, de dévouement, de travail et de probité. Il faut que dans les noms seuls de Barbe et de Bayot, non moins que dans ceux de Rouvier et de Wilson, il découvre une magie spéciale et qu'il voit, au travers d'un mirage, fleurir et s'épanouir dans Vergoing et dans Hubbard des promesses de bonheur futur et de soulagement immédiat. Et c'est cela qui est véritablement effrayant. Rien ne lui sert de leçon, ni les comédies les plus burlesques, ni les plus sinistres tragédies. Voilà pourtant de longs siècles que le monde dure, que les sociétés se déroulent et se succèdent, pareilles les unes aux autres, qu'un fait unique domine toutes les histoires, la protection aux grands, l'écrasement aux petits. Il ne peut arriver à comprendre qu'il n'a qu'une raison d'être historique. C'est de payer pour un tas de choses dont il ne jouira jamais et de mourir pour des combinaisons politiques qui ne le regardent point. Que lui importe que ce soit Pierre ou Jean qui lui demande son argent et qui lui prenne la vie, puisqu'il est obligé de se dépouiller de l'un et de donner l'autre. Eh bien non. Entre ses voleurs et ses bourreaux, il a des préférences. Et il vote pour les plus rapaces et les plus féroces. Il a voté hier, il votera demain. Il votera toujours. Les moutons vont à l'abattoir. Ils ne se disent rien, eux. Et ils n'espèrent rien. Mais du moins, ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera. Et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. Ô bon électeur, inexprimable imbécile, pauvre air, si au lieu de te laisser prendre aux rengaines absurdes que te débitent chaque matin, pour un sou, les journaux grands ou petits, bleus ou noirs, blancs ou rouges, et qui sont payés pour avoir ta peau, si au lieu de croire aux chimériques flatteries dont on caresse ta vanité, dont on entoure ta lamentable souveraineté en guenilles, si au lieu de t'arrêter, éternel badaud, devant les lourdes duperies des programmes, si tu lisais parfois, au coin du feu, Schopenhauer et Max Nordau, deux philosophes qui en savent long sur tes maîtres et sur toi, peut-être apprendrais-tu des choses étonnantes et utiles. Peut-être aussi, après les avoir lus, serais-tu moins empressé à revêtir ton air grave et ta belle redingote, à courir ensuite vers les urnes homicides, où, quelque nom que tu mettes, tu mets d'avance le nom de ton plus mortel ennemi. Il te dirait, en connaisseur d'humanité, que la politique est un abominable mensonge, que tout y est à l'envers du bon sens, de la justice et du droit, et que tu n'as rien à y voir, toi dont le compte est réglé au grand livre des destinées humaines. Rêve après cela, si tu veux, des paradis de lumière et de parfum, des fraternités impossibles, des bonheurs irréels.
C'est bon de rêver, et cela calme la souffrance. Mais ne mêle jamais l'homme à ton rêve, car là où est l'homme, là est la douleur, la haine et le meurtre. Surtout, souviens-toi que l'homme qui sollicite tes suffrages est de ce fait un malhonnête homme. Parce qu'en échange de la situation et de la fortune où tu le pousses, il te promet un tas de choses merveilleuses qu'il ne te donnera pas et qu'il n'est pas d'ailleurs en son pouvoir de te donner. L'homme que tu élèves ne représente ni ta misère, ni tes aspirations, ni rien de toi. Il ne représente que ses propres passions et ses propres intérêts, lesquels sont contraires aux tiens. Pour te réconforter et ranimer des espérances qui seraient vite déçues, ne va pas t'imaginer que le spectacle navrant auquel tu assistes aujourd'hui est particulier à une époque ou à un régime et que cela passera. Toutes les époques se valent, et aussi tous les régimes, c'est-à-dire qu'ils ne valent rien. Donc, rentre chez toi, bonhomme, et fais la grève du suffrage universel. Tu n'as rien à y perdre, je t'en réponds. Et cela pourra t'amuser quelque temps. Si le seuil de ta porte, fermé aux quémandeurs d'aumônes politiques, tu regarderas défiler... Sur le seuil de ta porte, fermé aux quémandeurs d'aumônes politiques, tu regarderas défiler la bagarre en fumant silencieusement ta pipe. Et s'il existe, en un endroit ignoré, un honnête homme capable de te gouverner et de t'aimer, ne le regrette pas. Il serait trop jaloux de sa dignité pour se mêler à la lutte fangeuse des partis. Trop fier pour tenir de toi un mandat que tu n'accordes jamais qu'à l'audace cynique, à l'insulte et au mensonge. Je te l'ai dit, bonhomme, rentre chez toi et fais la grève. Qui sait prendre la société comme elle est, et puis qui sait malgré tout. Alors je ne demande pas quel est votre préféré, je dis quel est le vilain petit canard. Celui qui critique pas. C'est moins critique que les autres. Bon, après on peut trouver chacun son vilain petit canard. C'est vrai. Et c'est lequel le tien? Alors il y en a un quand même, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui n'est pas tourangeau. C'est Octave Mirbeau. Voilà. Donc les autres sont locaux. Hein. Voilà. Après, en fonction de ses propres idées. Donc c'était une petite lecture plus coup de gueule que coup de cœur. Mais ça, on avait compris.